Bonjour les amis, alors aujourd'hui reprise des résumés du livre The Invisible Rainbow, l'arc-en-ciel invisible, ouvrage d'Arthur Firstenberg de 2017, ça n'a pas changé. J'espère que vous avez pu passer de bons moments avec vos proches et vos amis durant les fêtes. Souhaitons-nous la bienvenue en 2021, année qui s'annonce tonitruante, ce qui le sera tout autant avec notamment le développement de la 5G. Alors si vous vous sentez concerné ou que vous êtes curieux du sujet, détendez-vous, c'est parti. Ce livre vous aidera à mettre en lumière les tenants et aboutissants de cette fameuse substance électrique et ses différentes formes. Comme je le disais lors du premier podcast, plus de conscience sur ce sujet permettra l'ouverture de multiples portes de questionnement pour plus de connaissances et in fine plus de choix responsables. Allez, c'est parti! Alors bien qu'en 1879, 250 personnes seulement possédaient un téléphone dans tout New York, 10 années plus tard, sur ce même sol, germaient de denses forêts de pylônes électriques d'environ 25 mètres de haut soutenant une trentaine de branches en croix. Chacun de ces mâts électriques supportait jusqu'à 300 fils obscurcissant le soleil et les avenues en dessous. L'industrie de la lumière commença environ à cette période. En 1875, des arcs lumineux en carbone éclairaient les espaces publics à Paris et Berlin. En 1883, des câbles portant 2000 volts s'étendaient au-dessus des toits à l'est de Londres. Pendant ce temps-là, Thomas Edison inventait une lampe de format réduit et bien commode, la lampe à incandescence, alors plus adaptée pour les chambres et les cuisines. En 1881, sur Pearl Street, à New York, il construisit la première d'une centaine de stations électriques à venir, stations fournissant du courant continu aux clients périphériques. En ces temps, le courant alternatif fit son apparition. Il s'ensuit d'ailleurs une bataille assez importante, quoique brève, entre les défenseurs de ces deux types de courants, la querelle se basant sur la nocivité relative de ces deux différents systèmes. Un ingénieur suggéra d'ailleurs, pour trancher, une sorte de duel électrique, utilisant d'un côté le courant alternatif et de l'autre le courant continu, avec un voltage similaire, en augmentant graduellement la charge jusqu'à l'abandon d'un des partis. Toutefois, alors que le courant alternatif était le plus dangereux, il remporta la victoire non dans le cadre d'un duel entre deux combattants, mais entre de grands intérêts commerciaux. Avec l'invention du moteur polyphasé au courant alternatif de Nikola Tesla, breveté en 1888, ont permis aux industriels d'utiliser le courant alternatif non plus seulement pour la lumière, mais aussi pour l'énergie en général. Cette invention fut le dernier ingrédient nécessaire pour faire galvaniser la toile électrique, se faufilant dans les cieux au-delà de chaque horizon. Le télégraphe avait annihilé le temps et l'espace, disait-on à l'époque. Mais 20 ans plus tard, le moteur électrique fit paraître le télégraphe comme un jouet d'enfant, et la locomotive électrique était alors sur le point d'exploser dans les campagnes. Au début de l'année 1888, seulement 13 rails électrifiés avaient été déployés aux États-Unis pour un total de 78 km, et en Europe on atteignit alors des chiffres similaires. Une croissance spectaculaire fut observée, de telle manière qu'en 1889, un an plus tard, environ 1610 km de chemins de fer électrifiés furent installés seulement aux États-Unis. Ce chiffre fut triplé l'année d'après. 1889, c'est l'année à laquelle on peut dire que l'ère électrique prit un tournant majeur, et c'est sur cette date que la plupart des historiens s'accordent à définir le début de l'ère électrique moderne. 1889, c'est aussi l'année où l'on observa une nouvelle catégorie de blessures, autrefois seulement liées aux accidents dus à la foudre. Charles Dana écrivit alors dans le Medical Record que cela était dû à l'augmentation extraordinaire de l'application pratique de l'électricité, avec près de 100 millions de dollars déjà investis dans la lumière et le courant électrique. 1889, c'est enfin l'année durant laquelle les médecins du monde entier firent face à une épidémie qui dura 4 ans et qui fit au moins 1 million de morts. Leurs cabinets furent alors débordés de patients souffrant d'une maladie étrange que bon nombre de médecins n'avaient alors jamais observée auparavant. Cette maladie, c'est la grippe, autrement nommée l'influenza. Et c'est sur ce sujet que ce 7e chapitre va insister, le lien surprenant entre la grippe et l'électricité. De manière soudaine et inexpliquée, l'influenza, dont les descriptions sont restées cohérentes pendant des milliers d'années, changea de caractère en 1889. Plus d'un demi-siècle plus tôt, la grippe avait alors saisi la majeure partie de l'Angleterre en novembre 1847.
La dernière épidémie de grippe aux États-Unis avait fait rage au cours de l'hiver 1874-1875. Depuis les temps anciens, la grippe fut connue comme une maladie capricieuse et imprévisible, tel un animal qui venait de nulle part, qui terrorisait toute la population, d'un coup d'un seul, sans prévenir, et puis s'en allait aussi soudainement et mystérieusement qu'elle était apparue, pour ne plus être vue ensuite pendant des années, voire des décennies. Elle se comportait comme aucune autre maladie. On la croyait ne pas être contagieuse, et elle reçut son nom en raison de ses allées et venues qui tenaient pour cause, disait-on, l'influence des étoiles. Mais en 1889, la grippe devint comme domestiquée, apprivoisée. À partir de cette année-là, elle serait toujours présente, en n'importe quel endroit du monde. Elle disparaîtrait mystérieusement, comme auparavant, mais serait toutefois attendue à plus ou moins la même période l'année suivante. La grippe ne s'est jamais absentée depuis. Tout comme le trouble de l'anxiété, la grippe est si commune et si familière qu'une revue méticuleuse de son histoire est nécessaire pour démasquer cet étranger et faire part de l'énormité du désastre de santé publique qui se produit depuis 130 ans. Ce n'est pas que nous ne savons pas assez sur le virus de la grippe, nous en savons plus qu'il n'en faut. Le virus microscopique associé à cette maladie a été si exhaustivement étudié que les scientifiques en savent plus sur ce micro-organisme que sur n'importe quel autre. Mais cela a aussi été une raison d'ignorer de nombreux faits peu communs concernant cette maladie, incluant le fait que cela n'est pas contagieux. On le verra plus tard. En 2001, l'astronome canadien Ken Tapping, avec 2 autres physiciens de Colombie-Britannique, furent les derniers scientifiques à confirmer, de nouveau, que depuis au moins les 3 derniers siècles, les pandémies de grippe se sont produites la grande partie du temps pendant des pics d'activité solaire magnétique, à savoir au terme de chaque cycle solaire qui dure environ 11 années. Une telle tendance n'est pas le seul aspect de cette maladie qui a longtemps décontenancé les virologues. En 1992, une des sommités mondiales de l'épidémiologie grippale, Edgar Hope Simpson, publia un ouvrage dans lequel il répertoria les faits essentiels connus et désigna que ces derniers ne pouvaient soutenir un mode de transmission direct d'humain à humain. Depuis longtemps, Hope Simpson s'était rendu perplexe face à cette maladie, et ce, dès qu'il eut à traiter des victimes en tant que jeune médecin généraliste à Dorset, en Angleterre, durant l'épidémie de 1932-1933, une épidémie durant laquelle le virus associé à la maladie avait été isolé pour la première fois. Mais durant les 71 ans de carrière de Hope Simpson, ces questions ne trouvèrent jamais de réponse. Il dit ceci en 1992. La soudaine explosion d'informations sur la nature de ce virus et ses réactions antigéniques dans l'hôte humain ne fait que rajouter des éléments qui demandent des explications. Pourquoi la grippe est-elle saisonnière ? Se demanda-t-il toujours encore. Pourquoi est-elle complètement absente, sauf pendant les périodes d'épidémie ? Pourquoi les épidémies s'arrêtent-elles ? Pourquoi les épidémies hors saison ne se propagent pas ? Comment se fait-il que des épidémies explosent dans des pays entiers et disparaissent aussi miraculeusement comme soudainement interdites de territoire ? Il n'arriva pas à découvrir comment ce virus pouvait se comporter ainsi. Pourquoi la grippe cible-t-elle plutôt les jeunes adultes et épargne enfants et personnes âgées ? Comment est-il possible que les épidémies de grippe voyageaient à la même vitesse fulgurante dans les siècles passés autant qu'elles le font aujourd'hui ? Comment ce virus accomplit-il ce tour de prestidigitation ? Cela se réfère au fait que, quand une nouvelle souche de virus apparaît, l'ancienne souche, entre une saison et une autre, disparaît complètement de la surface du globe, d'un seul coup. Hope Simpson établit une liste de 21 faits distincts propres à la grippe qui le défièrent, lui, et cette explication se basant sur la propagation par contact direct. Il réhabilita finalement une théorie tout d'abord mise en avant par Richard Shoup, qui fut le chercheur qui isola pour la première fois le virus de la grippe chez le cochon en 1931. Lui non plus ne croyait pas que les épidémies de grippe pouvaient s'expliquer par contagion directe. Richard Shoup, et plus tard Hope Simpson, proposa que la grippe ne se transmettait donc pas de personne à personne ou de cochon à cochon de la manière communément admise, mais plutôt que le virus était latent chez les humains ou cochons porteurs, disséminé alors partout dans le monde, et que le virus se réactivait par un déclencheur environnemental de quelque sorte. Hope Simpson proposa plus tard que le déclencheur est connecté aux variabilités saisonnières des radiations solaires et que la nature de ce déclencheur puisse être électromagnétique par nature,
tout comme bon nombre de ses prédécesseurs le suggérèrent déjà depuis 2 siècles. Quand Hope Simpson était alors jeune médecin, un confrère danois nommé Johannes Mige, à la fin d'une longue et distinguée carrière, publiait alors une monographie dans laquelle lui aussi montra que les épidémies de grippe avaient tendance à se produire lors des activités solaires maximales, et que les nombres de cas de grippe au Danemark augmentèrent puis tombèrent en fonction des taches solaires. Il dénonça alors, en son temps, l'étroitesse d'esprit de la recherche épidémiologique, limitée alors à la recherche de microbes. Celui qui danse hors marquage prend le risque de se faire écraser le pied, dira-t-il. Il était certain que la grippe avait à voir avec l'électricité, et il en vint à cette conclusion par la même manière que celle de l'auteur de cet ouvrage, celle de l'expérience personnelle. Johannes Mige tint alors soigneusement, entre 1904 et 1905, un carnet de santé pendant 9 mois, et il comparera plus tard ses observations avec celles entreprises pour mesurer le potentiel électrique de l'atmosphère, qu'il prit alors 3 fois par jour pendant 10 ans, et ce dans le cadre d'un autre projet. Il remarqua alors que ces migraines incapacitantes étaient systématiquement corrélées au changement de voltage atmosphérique. Les migraines n'étaient pas les seuls effets relevés dans son carnet. Dans ses jours d'agitation électrique, à chaque fois, presque sans exception, son sommeil était perturbé et non réparateur. Il était aussi embêté par de l'étourdissement, de l'irritation, un sentiment de confusion, une sensation de bourdonnement dans sa tête, des pressions thoraciques, des irrégularités cardiaques, et des fois, il écrivit « Mon état avait tout d'une attaque grippale menaçante, qui dans tous les cas n'était pas essentiellement différent du début d'une crise de cette maladie. » De 1799 à 2006, plus d'une quinzaine de chercheurs ont connecté la grippe aux taches solaires ou aux changements atmosphériques. La vitesse à laquelle voyage la grippe, ainsi que sa propagation aléatoire, est simultanée à interloquer les scientifiques pendant des siècles. Et cela a été la raison la plus puissante pour nombre d'entre eux de continuer à suspecter l'électricité atmosphérique comme cause, malgré l'étude extensive réalisée sur ce virus. Ici, nous étalerons un échantillon d'opinions anciennes et modernes. Shadrach Ricketson écrit en 1808 dans A Brief History of the Influenza. Il est médecin. Peut-être n'a-t-il jamais eu telle maladie observée qui affecta tant de gens en si peu de temps, comme la grippe. Une ville presque entière, un village, un quartier affecté en quelques jours. Effectivement, bien plus tôt que pourrait le laisser envisager une diffusion par contagion. Mercatus relate, quand cela emporta l'Espagne en 1557, la majeure partie des gens en étaient saisis en un jour. Dr Glass dit que lorsque la grippe fut répandue à Exeter, en Angleterre, en 1729, 2000 personnes furent touchées en une nuit. Alexander Jones, en 1827, dans le Philadelphia Journal of the Medical and Physical Sciences, il est médecin aussi. Le simple fait de remarquer que cette épidémie affecte une région entière en l'espace d'une semaine, voire un continent entier aussi grand que l'Amérique du Nord, ensemble avec tous les Caraïbes, au cours de quelques semaines, où les habitants d'un si vaste pays ne pourraient, en si peu de temps, avoir eu la moindre communication ou contact de quelque sorte. Ce fait seul est suffisant pour mettre toute idée de diffusion par contagion d'un individu à un autre hors de question. Sir Morrell Mackenzie, en 1893, dans Fortnightly Review, il est aussi médecin. La contagion seule est inadéquate pour expliquer la soudaine et simultanée éruption de la maladie dans des pays largement distants des uns des autres, et la curieuse manière par laquelle il a été appris qu'elle attaque les équipages de navires en mer, où la communication avec des lieux ou personnes infectées est alors à mettre hors de l'équation. James Bordley et M. McGehee Harvey en 1976 dans Two Centuries of American Medicine. Ils sont tous les deux médecins. Avant 1918, il se trouve des archives de 2 autres épidémies majeures de grippe en Amérique du Nord durant les 2 siècles derniers. La première de celles-ci arriva en 1789, l'année durant laquelle George Washington fut inauguré président. Le premier bateau à vapeur ne traversa pas l'Atlantique avant 1819, et le premier train à vapeur ne circula pas avant 1830. Ainsi, cette épidémie se produisit quand le moyen d'acheminement le plus rapide de l'homme était le cheval au galop. Malgré cela, l'épidémie de grippe de 1789 se diffusa avec grande rapidité.
beaucoup plus vite et beaucoup plus loin qu'un cheval puisse galoper. Avant-dernière citation, Roderick McGrew en 1985 dans Encyclopedia of Medical History. Il est aussi médecin. Le virus de la grippe peut se communiquer de personne à personne par des gouttelettes d'humidité venant du tract respiratoire. Toutefois, la communication directe ne peut être prise en compte pour les épidémies simultanées de grippe dans des endroits largement éloignés les uns des autres. Enfin, John Cannell, en 2008, sur l'épidémiologie de la grippe dans le Virology Journal, il est aussi médecin. Pourquoi les modèles épidémiques en Grande-Bretagne n'ont pas changé en 4 siècles, siècles dans lesquels se sont vues de grandes augmentations de la vitesse du transport humain? Voilà, c'en est tout pour les citations, on va reprendre le résumé. Le rôle du virus qui infecte seulement le tract respiratoire a dérouté quelques virologues, car la grippe n'est pas seulement ou même principalement une maladie respiratoire. Pourquoi les maux de tête, les douleurs oculaires et musculaires, les effondrements? Pourquoi la dysfonction visuelle occasionnelle? Les retours d'encéphalite, de myocardite et de péricardite? Pourquoi les avortements, les enfants mort-nés et les malformations à la naissance? Dans la première vague de la pandémie de 1889 en Angleterre, les symptômes neurologiques étaient plus souvent remarquables et les symptômes respiratoires étaient alors absents. Le manque fréquent de maladies respiratoires était aussi noté dans la pandémie mortelle de 1918. Dans un cahier de 1978, Beveridge, qui avait survécu à cette pandémie, écrivit que la moitié de tous les patients de cette pandémie n'avaient pas de symptômes initiaux de sécrétion nasale, d'éternuement ou de maux de gorge. Ensuite, il y a la confusion sur le sujet des infections animales, qui sont de plus en plus relayées dans les médias année après année, nous effrayant à propos de la transmission de la grippe depuis les porcs ou les oiseaux. Ce qui est embêtant, c'est qu'au travers de l'histoire, depuis des milliers d'années, toutes sortes d'animaux ont contracté la grippe en même temps que les humains. Ce même Beveridge, dont nous avons parlé un peu plus tôt, releva 12 épidémies durant le 18 et 19e siècle, dans lesquelles les chevaux attrapèrent la grippe, habituellement 1 à 2 mois avant les humains. En fait, cette association fut considérée si fiable qu'en décembre 1889, Syme Stopson, observant les maladies liées à la grippe chez les chevaux britanniques, écrivit dans le British Medical Journal pour prédire une épidémie imminente chez les humains, une prévision qui se révéla exacte. Durant la pandémie de 1918 et 1919, des singes et des babouins moururent en grand nombre en Afrique du Sud, mais aussi des moutons au nord-ouest de l'Angleterre, des chevaux en France, des caribous dans le nord du Canada, ainsi que des buffles dans le Yellowstone. Il n'y a aucun mystère ici. Nous n'attrapons pas la grippe depuis les animaux et eux de nous non plus. Si la grippe est causée par des conditions électromagnétiques anormales dans l'atmosphère, alors cela affecte tous les êtres vivants en même temps, incluant les êtres vivants qui ne partagent pas les mêmes virus et qui ne vivent pas proches des uns des autres. L'obstacle pour démasquer cet étranger qu'est l'influenza tient du fait que l'on parle de 2 choses différentes. L'influenza, la grippe, est un virus, mais c'est aussi une maladie clinique. La confusion émergea aux environs de 1933 et s'explique par l'organisme alors découvert dans le corps humain par Richard Shoup, et non pas par les symptômes cliniques. Si une épidémie frappe et que vous développez la même maladie que tout le monde, mais qu'un virus de la grippe ne peut être isolé de votre gorge et que vous ne développez aucun anticorps, alors l'on vous dit que vous n'avez pas la grippe. Mais le fait est, bien que le virus de la grippe soit associé aux épidémies de la maladie, il n'a jamais été prouvé que le virus cause ces dernières. 17 années de surveillance par Hoptonsom dans et autour de la commune de Cirencester en Angleterre a révélé que malgré la croyance populaire, la grippe n'est pas facilement communiquée de personne à personne dans le même foyer. 70% du temps, même pendant la pandémie de grippe de Hong Kong en 1968, seulement une personne par foyer attrapait la grippe. Si une seconde l'attrapait, c'était souvent en même temps, ce qui explique qu'ils ne l'aient pas attrapé l'un de l'autre. Des fois, différents variants mineurs circulaient dans le même village, dans un même foyer aussi, et occasionnellement, 2 frères qui partagent le même lit attrapèrent un variant de grippe différent, prouvant ainsi qu'ils ne l'aient pas attrapé l'un de l'autre. Enfin, une autre indication des défaillances des théories dominantes est l'échec des programmes de vaccination. Bien que des vaccins aient prouvé conférer quelque immunité face à des souches particulières du virus de la grippe, plusieurs virologues éminents ont admis au fur et à mesure des années que la vaccination n'eût rien fait pour contrer les épidémies et que la maladie se comporte toujours comme un millier d'années auparavant. Dans les faits,
Après avoir passé en revue 259 études du British Medical Journal sur la vaccination sur une période de 45 ans, Tom Jefferson a récemment conclu que la vaccination grippale n'avait essentiellement aucun impact ou aucun résultat tangible, comme par exemple sur les absences à l'école, les journées d'absence au travail, ainsi que les maladies et décès reliés à la grippe. Le secret embarrassant parmi les virologues est que depuis 1933 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune étude expérimentale pour prouver que la grippe ou le virus de la grippe se transmettent de personne à personne par contact normal. Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, tous les efforts pour transmettre de façon expérimentale le virus de personne à personne, même lors de l'épidémie la plus mortelle que le monde ait connue, ont échoué. Voilà, gros chapitre. Dans le prochain, nous aborderons l'aspect santé de la vie du créateur de la radio, Guglielmo Marconi, et puis nous continuerons de voyager dans les contrées de la science qui tentent de comprendre la problématique de la transmission de la grippe, dans un contexte ô combien critique alors, celui de la grippe espagnole de 1918, qui selon les estimations oscille entre 20 à 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur, et jusqu'à un demi-milliard selon d'autres sources, ce qui équivaudrait alors à un tiers de la population mondiale de l'époque. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et merci pour votre soutien. Salut!